Bonjour, donc dans cette vidéo, je voudrais parler d'un rapport auquel tout le monde fait référence quand on parle de taxer les Français de l'étranger, taxer les expatriés, leur demander de payer des impôts en fait sur la nationalité. Et donc la question en fait, c'est que il est souvent fait référence à un rapport qui a été fait en 2019 et qui implique en fait pas mal de gens, on va dire, dans le champ politique. Alors, moi, au départ, je pensais naïvement que c'était pas possible de mettre en place une taxation particulière pour les expatriés ou pour les Français de l'étranger. Je pensais naïvement enfin j'ai pensé depuis longtemps, parce que le rapport date pas d'hier, hein, il date de 2019. Je pensais naïvement en fait que selon les partis politiques, les gens n'étaient pas d'accord sur le sujet. Or, on le voit tout à fait bien maintenant, en 2024, c'est-à-dire quel que soit le parti politique que vous allez choisir de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, d'extrême centre, de tout ce que vous voulez. En fait, ces gens-là, ils ont évidemment un intérêt particulier à l'impôt, puisque finalement, c'est ça qui les rétribue quelque part. Donc, imaginez-vous, vous n'allez quand même pas aller contre l'entreprise qui vous verse un salaire. Ça me paraît complètement évident. Et donc, l'idée, on m'a dit, voilà, c'est pas possible de faire une taxation des Français de l'étranger parce qu'il faudrait retoucher un certain nombre de conventions internationales, plus de 200, etc. Enfin voilà, il y avait tout ça, et une question des droits de l'homme et tout ça. Alors effectivement, c'est vrai. C'est d'ailleurs ce qui ressort de ce rapport. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la conclusion qui est mise en avant. En fait, on va regarder un peu plus dans ce rapport. Alors moi, je vous dis tout de suite, hein, je pense que vous l'avez compris un peu au départ, j'étudie pas ça, j'ai pas étudié ce rapport, si vous voulez, en fonction d'opinions politiques. À vrai dire, je pense que c'est pas vraiment nécessaire. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de regarder l'histoire de la fiscalité sous un angle politique. Je veux dire, quelque part, on s'aperçoit bien en fait que ça change pas grand-chose, quels que soient les gens que vous mettez au pouvoir. Bon, peut-être les uns vont pousser un peu le curseur d'un côté, les autres vont pousser un peu le curseur de l'autre, mais au final, on va de toute façon avoir la même politique. J'en veux pour preuve que ça soit, si vous voulez, pour la gauche ou pour la droite, vous allez avoir nécessairement des déçus des deux côtés. Pour quelle raison vous allez avoir des déçus des deux côtés? Pour la droite, ça paraît évident. Pour les gens de droite, ça paraît évident. La politique actuelle, c'est une politique qui est carrément anti-business. Rien n'est fait pour simplifier les charges des entreprises. Les PME ont des gros problèmes de trésorerie, mais évidemment, ça n'intéresse pas grand monde. Les charges de travail administratif sont toujours de plus importantes, les normes sont toujours de plus importantes. Donc, on a une augmentation de la dette de l'État faramineuse. C'est l'inverse exact d'une politique de droite. Donc, il ne faut pas venir de droite, de politique ultralibérale ou ce genre d'ânerie. Si vous parlez de ça, c'est que vous n'avez rien compris à l'économie. Mais d'un autre côté, ce ne sont pas non plus des politiques de gauche. C'est ça qui est absolument fantastique. C'est que ce ne sont pas des politiques de gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'ailleurs des politiques de gauche auparavant dans le passé. Je voudrais citer par exemple le programme commun de la gauche 1981. Mitterrand arrive au pouvoir, il applique un programme commun de la gauche et vous avez des nationalisations massives à l'époque. Là, une nationalisation, on ne sait même pas ce que c'est. Or, si vous voulez, quand on est de gauche, quand même, une des bases du système, c'est quand même de confier le maximum de choses à la force publique, à l'État. Donc ça veut dire toutes les fonctions importantes. À une époque, par exemple, les banques françaises étaient nationalisées. Il a fallu les dénationaliser. Vous aviez aussi les PTT, qui est devenu plus tard France Télécom, etc. Donc,
qui étaient tout à fait nationalisées. Il y avait EDF, la SNCF, tout ça. C'était l'État. C'était vraiment l'État. Et les gens qui travaillaient dedans étaient des fonctionnaires. Donc, si vous voulez, c'est ça une politique de gauche. Ce qui est présenté aujourd'hui, ce ne sont pas des politiques de gauche, c'est une politique qui bouge un peu les curseurs autour de ce qui s'est passé avec les Mozart de la finance et point barre. Et si vous voulez, les seules, entre guillemets, modifications faites, disons, au tissu économique, ce sont des choses faites à la marge par des gens qui n'ont jamais travaillé dans le privé de leur vie, qui ne savent pas ce que c'est. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils reçoivent de l'argent et ils comprennent même pas de quelle manière l'argent est créé. Donc voilà un peu le... Alors, encore une fois, hein, c'est vraiment pas une question politique, je pense l'avoir montré là. On n'a pas une politique de droite, on n'a pas une politique de gauche, on a une politique, je ne sais pas comment la qualifier, mais bon, vous comprenez un peu l'idée. Donc, généralement, les gens s'arrêtent à l'avant-propos de la présidente. Qui fait figure pour beaucoup de gens de conclusion. Et on va voir que, bah non, pas du tout. Donc, à l'époque, ça avait été, bon, accessoirement proposé par la France Insoumise, mais bon, je veux dire, ça avait été proposé avant par DSK, puis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande. Si vous voulez, tous ces gens-là ne sont pas des gens d'extrême gauche, ça se saurait. Hein, donc on voit bien en fait que c'est quelque chose qui met en jeu tout le spectre politique. Ça met vraiment en jeu tout le spectre politique et on ne peut pas dire que ce sont des mesures qui sont des mesures spécifiquement de droite ou spécifiquement de gauche. Un exemple qui me vient à l'idée, c'est en 2012, donc, ou 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus exactement. Enfin voilà, sous les Mozart de la finance, les écoles françaises de l'étranger sont payantes. Elles sont payantes et elles sont payantes en dizaines de milliers d'euros. Donc, je veux dire, quelque part, c'est quand même un impôt aussi sur la nationalité française. Souvent, jamais retenu, on ne sait s'il révèle plus de la fausse bonne idée ou du vœu pieux. Donc, vœu pieux, et quelque part, même s'il y a marqué fausse, c'est quand même bonne idée. Donc, faut pas croire qu'il y a une opposition. On voit bien tout le spectre politique, en fait, s'arrangerait bien d'un impôt universel. Et pour cause, vous avez que des hauts fonctionnaires. L'impôt universel revient ainsi régulièrement, voilà, devant la scène. Donc il y a tout un tas de choses. Il parle effectivement des États-Unis où ça devient un enfer pour nos amis américains qui doivent batailler pour ouvrir un compte en banque. Enfin, c'est la croix et la bannière. Donc, si la France devait adopter un tel dispositif, les obstacles seraient nombreux. Comme le rappelait quelques mois l'ONG Attac dans une note d'analyse dédiée à l'impôt universel, un changement profond, etc. L'ensemble des conventions fiscales, 128 signées en avril 2019. Donc, ça supposerait de longues discussions avec les autres États. Ça, il faut voir. Je veux dire, ça supposerait pas nécessairement. Je veux dire, ils peuvent toujours travailler de manière... par exemple, j'aime pas trop parler de ce sujet, mais utiliser l'intelligence artificielle de manière à proposer très rapidement des mesures aux autres États et qui tiennent compte des intérêts finalement des partenaires, de manière à avoir cette taxation beaucoup plus rapide. Et bon, c'est vrai qu'il y a aussi des pays avec lesquels on a des relations particulières, donc il y aurait des discussions, mais moi, ça me paraît pas quelque chose de si insurmontable que ça. On remise ça dans un coin de notre esprit, mais
ça me paraît pas si insurmontable, mais c'est pas là-dessus où se porte la question. Donc, si vous voulez, voilà un peu le préambule, et on va aller vers la fin du préambule, parce que bon, voilà. Compte tenu de l'ensemble de ces remarques, il me semble dès lors essentiel de poursuivre la réflexion entamée au cours de cette mission d'information. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Il me semble dès lors essentiel de poursuivre la réflexion entamée au cours de cette mission d'information. Ça veut dire qu'il faut continuer à réfléchir au truc. C'est une bonne idée, et malgré tout, alors, bon, il parle de la fraude fiscale, ok, mais gardez à l'esprit la nécessité de maintenir l'attractivité et le dynamisme économique de la France. Donc on est pour que, finalement, pour que ça soit mis en place, mais il faut que ça garde l'attractivité, donc il faut trouver des solutions. De condition que nous pourrons poursuivre la refondation de notre pacte républicain et la reconstruction de notre modèle social économique. Enfin bon, bref. Donc le truc là-dedans, c'est que vous n'avez pas un niet, vous n'avez pas un nom définitif disant c'est pas conclusion, c'est pas possible. Donc vous avez ensuite les différentes propositions des rapporteurs, philosophie fiscale. Donc je vais pas tout parler sur ce sujet-là. On va aller voir à la fin du document la conclusion. Parce que bon, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et la conclusion me paraît... Donc ensuite, vous avez les travaux de la commission, hein, et puis un certain nombre de gens se sont prononcés sur la question. Je n'ai pas à commenter ça. Donc, la conclusion, la voilà. Et il faut la lire mot à mot du début jusqu'à la fin, parce que sinon vous ne comprenez rien. La mission d'information a eu pour objectif de défricher le champ de réflexion autour du principe de l'imposition sur la nationalité. Donc là, on est très clair. Il n'est pas question d'expatriés fiscaux, mais c'est sur la nationalité. Ça veut dire, vous pouvez gagner 3 € quelque part, vous êtes imposé sur la nationalité. Déjà, c'est marqué là. Hein, et de défricher le champ de réflexion autour du principe. Ça veut dire que si vous voulez, sur le principe, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, il apparaît ainsi clair que le principe de territorialité fiscale souffre de différentes limites et insuffisances dans un contexte de mondialisation, etc. Voilà. Donc, le principe de territorialité fiscale souffre de différentes limites. Donc, déjà, vous voyez, le début de l'introduction, c'est le principe d'imposition de la nationalité, ça serait bien, parce que la territorialité fiscale souffre de différentes limites. Donc ça, déjà, il y a un tiers de la conclusion qui est en faveur d'un dispositif comme ça. Ensuite, cependant, la mise en œuvre d'un principe d'imposition sur la nationalité se heurte également à des difficultés de nature conventionnelle, politique, juridique et même philosophique. Quelque chose que vous remarquerez, c'est que il n'est pas dit à des difficultés de nature constitutionnelle. Constitutionnelle, ça n'y est pas. Conventionnelle, donc ça c'est les conventions entre États. Politique, ça c'est le petit théâtre droite-gauche. Juridique, ça c'est la loi. Philosophique, c'est la philosophie. Mais il n'y a pas la constitutionnalité dans ce rapport. Donc ça veut dire que, a priori, pour les gens qui ont rédigé ça, il n'y a constitutionnellement aucun problème. S'agissant d'une imposition égale de citoyens placés dans des situations différentes. Voilà. Et la conclusion qui ne dit pas qu'il ne faut pas le faire, bien au contraire. Et c'est ça qu'il faut quand même bien noter. Dès lors, il pourrait être utile de se tourner vers des dispositifs de fiscalité limités, étendus
ou de renforcement des impôts à la source. Limitée, étendue. Donc elle est à la fois limitée et étendue. C'est la magie de... Bon, bref. Existant pour les revenus issus du territoire français. Ouais, bon, ça... de renforcement du lien et d'imposition, même après le changement, sans toutefois remettre en cause le principe de territorialité fiscale. Donc l'idée, c'est il pourrait être utile de se tourner vers des dispositifs de fiscalité limités, étendus, c'est bizarroïde, hein, ou de renforcement des impôts à la source existants. Donc ça, j'imagine que ou de renforcement des impôts à la source existants, c'est cette expression. Pour les revenus issus du territoire français qui contribueraient au même objectif de renforcement du lien entre citoyenneté et imposition. Et puis, dispositif de fiscalité limité étendu. Donc, la conclusion du truc, il n'est pas du tout mis de côté le fait que ce type d'impôt, ça verra jamais le jour. L'idée, c'est plutôt, on va essayer de chercher par tous les moyens à renforcer la fiscalité pour les Français de l'étranger. Sans toutefois remettre en cause le principe de territorialité fiscale. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des choses, par exemple, je ne sais pas, on peut considérer que, par exemple, un des moyens qui pourrait se faire, c'est si vous demandez un passeport à l'étranger, parce que vous êtes français résident à l'étranger, bah, tout d'un coup, votre passeport, au lieu de vous coûter 400 €, vous coûtera 4000 €, par exemple. Voilà, c'est le genre de possibilité de fiscalité limitée, étendue. Et puis, renforcement des impôts à la source existants pour les revenus issus du territoire français. Donc ça, typiquement, ça veut dire... les retraités, donc ça, je sais pas, les retraités touchent probablement, je sais pas s'ils payent de l'impôt quand ils sont à l'étranger. Mais vous voyez un peu l'idée. Donc, si vous voulez, la conclusion, elle n'est pas non, c'est pas possible. La conclusion, elle est, on va essayer de chercher tous les moyens de manière à pouvoir mettre ça en œuvre. Mais quelque part, les gens qui sont, dans tous ces organismes-là, ils sont payés par les impôts. C'est l'origine de leur salaire. Vous, l'origine de votre salaire, c'est quand vous créez de la richesse. Eux, c'est quand l'État leur verse de l'argent. Donc, la dette et l'impôt, c'est la source de leur salaire, c'est la source de leurs revenus. Donc évidemment, ils ne peuvent pas cracher dessus, tous ces gens-là. C'est pas possible. Donc on voit bien, que c'est transpartisan. C'est pas du tout... faut absolument vous enlever de l'idée que c'est quelque chose qui est un truc spécialement d'extrême gauche, par exemple. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est au contraire une idée qui est partagée par tous les partis politiques. Et quelque part, ils vont chercher le moyen pour mettre ça en place. Et encore une fois, je vous dis, avec l'intelligence artificielle, il n'est pas impossible de pouvoir rapidement remettre en cause tous les accords bilatéraux qui ont été passés entre pays, de manière à pouvoir proposer un package à différents pays assez rapidement. Je veux dire, faut pas croire que c'est quelque chose qui est impossible. Je dis pas que c'est ce qui va être fait, mais je ne dis pas que c'est ce qui va être fait, mais par contre, c'est vraiment une chose qui est très possible. Je crois qu'il y avait plus ou moins des jugements au niveau de l'Europe. Il me semble qu'il n'y a pas vraiment de protection à ce niveau-là. Donc,
Si vous voulez, encore une fois, le problème en France, c'est pas un problème politique. C'est absolument pas un problème politique euh, parce que les partis sont tous d'accord sur ce sujet-là. C'est un peu comme en Chine. En Chine, vous avez le Parti communiste chinois. Vu de l'extérieur, ça paraît comme un truc extrêmement monolithique, extrêmement autoritaire, extrêmement rigide. Mais la vérité, elle n'est pas du tout là. La vérité, c'est que ça fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire que vous avez un parti politique, le Parti communiste chinois, qui a interdit à tout le monde de communiquer ce qui se passe à l'intérieur. Mais à l'intérieur du Parti communiste chinois, ce qui se passe, c'est que vous avez quand même des trucs qui transpirent un peu auprès des spécialistes étrangers de la Chine, etc. Vous avez des débats qui sont âpres entre une extrême gauche, une extrême droite, entre des gens qui sont plutôt sociodémocrates, des gens qui sont plutôt libéraux. Vous avez ce débat politique. La Chine ne veut pas que ce soit un débat qui soit mis sur la place publique pour des raisons historiques, mais la vérité, c'est que vous avez un seul parti et la ligne, elle est quand même relativement étroite. Et en France, c'est pareil. En France, vous n'avez pas... vous avez des partis, on va dire, vous avez des idéologies, entre guillemets, économiques, qui sont absolument pas du tout représentées au Parlement. Je vous en ai donné un exemple, c'est la philosophie économique libérale, elle est évidemment pas présente parce que tous les gens qui se disent de droite, en fait, c'est vraiment une escroquerie, sont pas du tout de droite. Je veux dire, ça fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont pas passé de lois qui sont des lois de droite. Il n'y a pas de simplification des lois pour les petites entreprises. Il y a un endettement qui est constant. Encore une fois, c'est pas un comportement de droite, absolument pas du tout. Vous avez le droit de ne pas être d'accord parce que vous avez envie de détester les gens de droite, mais c'est pas la réalité. De même que les gens qui ont envie de détester les gens de gauche se trompent complètement. Ce ne sont pas des politiques de gauche qu'on voit dans ce qui s'appelle actuellement la gauche. Vous n'avez pas de nationalisation, vous n'avez pas d'élargissement de bénéfices sociaux, etc. Je veux dire, on parle d'abroger les retraites, mais en 1936, quand vous aviez vraiment des vrais gens de gauche, il y a eu les congés payés, il y a eu tout un tas d'avancées sociales, même sous Pompidou, qui pourtant n'était pas spécialement quelqu'un... Enfin, même avec Pompidou, parce que Pompidou était avec De Gaulle. Il y a eu les accords de Grenelle, etc. Enfin voilà, il y a eu tous ces avancées, même après la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, avec... il y a eu des politiques plutôt de gauche, des vraies politiques de gauche. Mais là, on n'est pas du tout dans les politiques de gauche. On est dans des politiques de plus grande taxation. On est dans des politiques de plus grande dette. Donc, en fait, ça n'a rien à voir avec une politique de gauche. La politique de gauche, si vous regardez le film « Moi, y en a vouloir des sous » avec Jean-Yann, vous allez trouver une politique de gauche avec des gens qui veulent dire, écoutez, c'est simple, maintenant, c'est l'autogestion. Ça veut dire, c'est les employés qui gèrent les entreprises. Oui, ça, c'est une politique de gauche. Mais personne ne propose ça. Enfin, moi, je ne suis pas pour ça, personnellement. Mais c'est ce que devrait proposer une politique de gauche. Et il n'y a rien de tout ça. Il n'y a absolument rien de tout ça. Idéologiquement, que ça soit les gens qui se disent de droite ou de gauche, ne sont absolument pas ça. C'est juste un petit drapeau, un petit truc amusant pour dire, voilà, on est un peu différent des autres, alors qu'en fait, il n'y a pas l'ombre d'un papier à cigarette entre n'importe quel parti. Alors ensuite on dit ouais, on va faire barrage, machin, un truc comme ça. Ouais, c'est bien. Et alors, enfin, je veux dire, derrière, de toute façon, que ce soit les uns ou les autres, vous allez payer. Donc après, vous avez le droit d'aller manifester pour tel ou tel
telle ou telle soi-disant idée, ou soi-disant un truc comme ça. Enfin, je veux dire, mais la réalité, elle est là. C'est que vous n'avez pas de politique de droite et vous n'avez pas de politique de gauche. D'ailleurs, l'idée qu'il y a derrière la politique, la philosophie qu'il y a derrière la politique, si vous voulez, quelque part, les gens peuvent être de droite ou de gauche. L'idée, quand même, quelque part, c'est d'améliorer quand même le quotidien des gens, c'est d'améliorer le pays, c'est d'améliorer, etc. C'est pour ça. C'est parce que chacun pense que si c'était à droite ou si c'était à gauche, eh bien, le pays irait mieux. Voilà. Mais voilà, la vérité, c'est que après, je ne sais pas qui est responsable de quoi, hein, mais à partir du moment, si vous voulez, où la majorité des décideurs sont des gens qui sortent des mêmes écoles, qui ont les mêmes amis, qui sortent des mêmes milieux, qui vont dans les mêmes restaurants, voilà, je veux dire, comment vous comptez avoir une politique réellement différente? Je ne sais pas, imaginez, hein, vous arrivez au gouvernement, vous êtes avec vos potes, vous savez qu'il y en a, vous savez que vous avez des potes de droite et des potes de gauche, hein, mais vous êtes du même milieu social. À votre avis, vous allez vraiment prendre des mesures contre votre milieu social, que vous soyez avec des idées de droite ou de gauche, hein, sans rien. Donc l'idée, c'est que c'est dangereux de dire cette idée-là, elle est oubliée, elle marchera jamais, elle sera pas mise en place. C'est vraiment pas une bonne idée de penser, de se laisser aller à penser ça, parce que tôt ou tard, ça tombera. Tôt ou tard. Je veux dire, il y a eu des... même les Mozart de la finance, hein, qui étaient... même les Mozart de la finance, qui a priori étaient quand même des gens qui étaient pour les Français de l'étranger. Il faut dire qu'il y en a quand même beaucoup de Français de l'étranger qui ont revoté pour les Mozart de la finance. Eh ben, ça leur a pas empêché d'augmenter les dépenses pour eux. Je veux dire, et l'État n'est pas plus efficace pour les Français de l'étranger. Donc, à un moment donné, c'est un terrain extrêmement difficile. Hein. Je vous recommande vraiment de relire, hein, Dominique Strauss-Kahn, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Mélenchon. Je veux dire, voilà, là vous avez tout le spectre politique. Tout le spectre politique. Tout. C'est-à-dire, donc, je pense que c'est quelque chose, il faut vraiment être vigilant quand on est Français de l'étranger, quand on va en expatriation ou quand on a le projet d'y aller. C'est vraiment le genre de choses, il faut être assez vigilant, parce que il n'y a pas de mise de côté claire. Et il y a clairement, par contre, une volonté de trouver des solutions sur le sujet. Et c'est pas pour rien qu'il y a eu une annonce qui a été faite par la personne qui postule au poste de Premier ministre en août 2024. C'est pas pour rien. En plus, c'est quelqu'un qui est intelligent, qui connaît très bien ce dossier-là. Donc, je veux dire, quelque part, si ça a été proposé, c'est sûrement pas quelque chose à balayer d'un coup de main comme si c'était impossible. Voilà, je vous remercie, bonne journée.